Étudiants de la troisième année pharmacie, bienvenue dans ce cours sur l'initiation à la cosmétique pharmaceutique. Les objectifs sont qu'à la fin de ce cours, vous devez être capable de connaître la définition des cosmétiques, bien sûr en la comparant avec la définition des médicaments. Savoir reconnaître les principaux types de peau, connaître les principales recommandations de la réglementation régissant les cosmétiques, que ce soit internationale ou nationale, connaître les règles d'étiquetage des cosmétiques, donc ça veut dire que vous devez être capable de lire les étiquettes des cosmétiques et savoir ce que veulent dire tous les labels et les signes, passer en revue les principaux domaines d'utilisation des cosmétiques, tout bien sûr en rapport avec les principaux types de peau qu'on a vus précédemment, et à la fin, on va passer en revue les principales familles d'excipients utilisés. Bien sûr, on va le faire rapidement parce que on va retrouver les mêmes familles qu'on a déjà vues dans le cours des excipients des formes dermiques. On va adopter le plan suivant. Donc, on va voir la définition des cosmétiques, un petit rappel sur la voie dermique, les aspects réglementaires et les règles de l'étiquetage, la classification des produits cosmétiques, leur domaine d'utilisation et, avant de conclure, on va passer en revue les principales familles d'excipients utilisés. Le mot cosmétique vient du mot grec cosmétikos. Le cosmos, ça veut dire ordre. C'est la science et l'art d'améliorer les apparences. C'est aussi l'art de parer, de rendre plus belle la peau, qui est l'organe visible de la relation avec les autres. L'article 2 du règlement CE du Parlement européen du 30 novembre 2009 définit les cosmétiques comme étant toute substance ou mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain, épiderme, système pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue exclusivement ou principalement de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles. Les produits destinés à être ingérés, inhalés, injectés ou implantés dans l'organisme ne sont pas des produits cosmétiques, même s'ils revendiquent une action sur la peau, les dents, la muqueuse buccale et ou les fanères, cheveux et ongles. Donc, ce qui découle de cette définition, c'est que, premièrement, les parties superficielles du corps humain. Ça veut dire que tout produit destiné à être utilisé sur l'animal n'entre pas dans le cadre juridique de cette définition. Aussi, on remarque ce qui est en rouge, donc tous les comprimés, tout ce qui est inhalé, tout ce qui est injecté ou implanté, n'entre pas dans le cadre juridique de cette définition, même s'il revendique une action cosmétique. Par comparaison aux médicaments, les médicaments ils présentent une efficacité thérapeutique pour un individu malade, alors que le cosmétique, c'est une efficacité physiologique au niveau de l'enveloppe superficielle du corps humain. Et le médicament, il a une autorisation de mise sur le marché et le cosmétique, il a un dossier cosmétique. Il y a aussi des produits à statut discutable, comme les médicaments qui revendiquent une indication cosmétique. Par exemple, la trétinoïne qui est indiquée dans l'acné, le minoxidil qui est indiqué pour les cheveux et la toxine botulique qui est le botox. Il y a aussi des cosmétiques à effet secondaire comme les acides alpha-hydroxyliques. Ce sont des acides de fruits qu'on retrouve dans les pommes ou la papaye et qui sont très prisés pour leur effet bonne mine et exfoliant. Mais bien sûr, ça reste des acides et des acides ont des effets secondaires qui sont l'irritation en général ou l'enflure. Il y a les peelings. Les peelings, le peeling est un acte consistant à appliquer sur la peau une substance chimique, le plus souvent ce sont des acides, afin de provoquer la destruction de l'épiderme, parfois même des couches superficielles du derme, et le but c'est la régénération de ces couches détruites. Donc on va faire un petit rappel bref de la structure de la peau. Donc la couche la plus superficielle, c'est l'épiderme. Donc comme on a vu, c'est le rôle et la protection
Et il y a la couche couronnée qui est lipidique et kératinisée vers l'extérieur. Et vers l'intérieur, ce sont des cellules hydrophiles. L'épaisseur, elle représente 10% de la totalité de la peau. Au-dessous de l'épiderme, qui est constitué de cellules épithéliales, il y a le derme. Donc le derme, il est élastique, mais aussi il permet la résistance mécanique, il permet la thermorégulation parce qu'il contient des vaisseaux sanguins. Il contient aussi des fibroblastes qui sont des fibres de collagène et d'élastine qui sont responsables de l'élasticité et de la résistance mécanique. Il contient les glandes sébacées, sudoripares, les vaisseaux sanguins, les follicules pileux et les nerfs. Et enfin, il y a l'hypoderme, c'est la partie la plus interne de la peau. Elle est graisseuse. Elle permet l'hydratation et le maintien du pH. Il contient aussi des glandes sudorales et des glandes sébacées. Le principal rôle de la peau, c'est son rôle barrière, c'est une protection. Il permet la thermorégulation. C'est un organe sensoriel, mais aussi un organe métabolique parce qu'il sécrète pas mal de substances. Le vieillissement de la peau, on va voir trois types de vieillissement. Le chronovieillissement, ça veut dire le vieillissement dû à l'âge. Il va concerner même les parties du corps qui sont protégées contre le soleil. Et on va remarquer une xérose des ridules et une laxité de la peau. La xérose, c'est le dessèchement, ça veut dire la teneur en eau de l'épiderme devient inférieure à la normale. Et ceci est dû à une perte de corps gras. La laxité, c'est un relâchement de la peau. Mais aussi, il y a le vieillissement extrinsèque qui est dû au soleil et donc va considérer que les parties de la peau qui sont exposées, qui vont contenir des rides. Il y a un trouble pigmentaire et tout ceci est aggravé par le tabac, les drogues, l'alcool et la mauvaise hygiène de vie. Mais aussi les pollutions atmosphériques. Et le dernier type de vieillissement, c'est le vieillissement hormonal et on va remarquer une atrophie, une atonie et une pâleur de la peau. Le pH de la peau. Une peau en bonne santé a généralement un pH légèrement acide. Mais quasiment toutes les photodermatoses sont accompagnées d'une alcalinisation. Le pH il est variable d'un individu à l'autre et aussi d'une zone de la peau à une autre. Et ce pH qui est régulé par l'excrétion sudorale varie avec l'âge, le sexe et parfois avec des facteurs extérieurs comme le lavage par des détergents. Pour bien connaître l'utilisation des cosmétiques, il faut savoir reconnaître les différents types de peau. Le type le plus courant, c'est le type normal. La peau est considérée comme une peau idéale, ni trop grasse, ni trop sèche. La peau est normale, confortable, ne brille pas, ne tiraille pas, ne rougit pas au changement soudain de température, pas ou peu d'imperfections. Mais aussi, il y a la peau grasse. Cette peau grasse s'explique par un excès de sébum, qu'on appelle aussi séborrhée. Il se manifeste par des pores dilatés, des brillances et une peau épaisse. Il peut avoir des comédons, qui sont des points noirs, ou parfois l'acné. Et puis, il faut savoir reconnaître la peau mixte. La peau mixte, c'est le mélange de deux autres types de peau. Il se caractérise par une peau grasse sur la zone qu'on appelle zone hantée, qui est le front, le nez et le menton, avec des brillances et des points noirs, donc comme la peau grasse, et une peau normale ou sèche sur les joues. C'est une peau qui est bien sûr très difficile, plus difficile plutôt à traiter, car il demande des produits qui sont adaptés à ces deux types de peau. Le quatrième type de peau le plus courant, c'est la peau sèche. Elle manque de lipides, autrement dit de sébum, ce qui entraîne l'évaporation de l'eau. Elle a donc besoin d'être nourrie avant toute chose. Il se reconnaît à ses pores serrés, à son toucher rêche et desquame. Il se reconnaît aussi à ses tiraillements et à son manque d'élasticité. Elle est généralement sensible au changement de température, que ce soit chaud, le froid et le vent. Donc l'enjeu pour les cosmétiques pharmaceutiques, c'est de préserver les fonctions naturelles de la peau. Il faut assurer son hygiène et la protéger contre les agressions. Ces cosmétiques pharmaceutiques sont des préparations qui doivent agir en surface, donc au niveau du stratum cornéum. Et pour que cette couche du stratum cornéum fonctionne au mieux, il faut qu'il reste intègre. Deuxièmement, il faut des facteurs naturels d'hydratation qui vont fixer l'eau à l'intérieur de ces cellules.
Il faut de l'eau pour compenser les pertes, mais il faut aussi les lipides pour garder la fonction barrière, mais aussi pour limiter les départs de l'eau. La première caractéristique de l'aspect réglementaire des cosmétiques, c'est qu'ils n'ont pas d'AMM. Et cette réglementation est devenue une obligation après le tragique accident du talc morange. En 1972, 36 nourrissons sont décédés d'un excès d'un conservateur, l'hexachlorophène, dans un lot de talc. Et par la suite, il y a eu la directive numéro 76 sur 768 de la communauté européenne, de 1976 bien sûr, qui concerne le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques. Il y a un règlement des cosmétiques, c'est une circulaire européenne numéro 1223 de l'année 2009 qui est régulièrement mise à jour. Il y a des normes françaises, européennes et ISO, qui exigent l'adoption des normes BPF pour la fabrication des cosmétiques. La principale exigence, c'est que le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché doit s'assurer de la sécurité de son produit et donner ou préparer un dossier technique qui s'appelle DIP, dossier information du produit, qui est l'AMM en quelque sorte, qui répond aux exigences législatives et réglementaires et qui est tenu à la disposition des autorités de contrôle nationales. Une autre chose à se connaître, c'est que l'expérimentation animale pour les cosmétiques n'est pas autorisée. Ce DIP, au dossier d'information du produit, doit contenir toutes ces informations. Premièrement, l'identité du fabricant, la formule qualitative et quantitative en INCI et NCI, c'est la nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques. Les spécifications physico-chimiques et microbiologiques des matières premières et du produit en lui-même, la méthode de fabrication qui doit être conforme aux normes BPF, tous les écrits sur l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine, le nom, l'adresse des personnes qui sont responsables de l'évaluation de la sécurité, les données existantes en matière d'effets secondaires et les preuves de l'effet revendiqué par le produit ou les preuves de son activité. Donc ici, le texte numéro 1223 européen. Au Maroc, il y a une circulaire numéro 79 de la Direction du médicament et de la pharmacie de 2016 qui précise la procédure d'enregistrement des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle. Au Maroc, l'enregistrement des produits cosmétiques est donné après l'accord de la Commission consultative d'enregistrement des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, dont les membres sont des représentants de la DMP, qui est la Direction du médicament et de la pharmacie, le Centre antipoison et de pharmacovigilance, des représentants de la DELM, qui est la Direction de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies, et les professeurs d'enseignement supérieur en dermatologie des facultés de Rabat, Fès, Casablanca et Marrakech. L'accord pour la commercialisation est valable pour 5 ans. Les principales exigences des règlements de la cosmétologie, c'est la vérification des ingrédients. Premièrement, il y a des substances interdites. C'est l'annexe 2 qui comporte pour l'instant 1328 substances. Ce sont les molécules thérapeutiques et aussi les molécules toxiques. Il y a des substances qui sont soumises à des restrictions, soit de concentration ou d'utilisation. Soit ils ne doivent pas dépasser une certaine concentration dans la composition du cosmétique, ou bien ne sont utilisés que pour des cas particuliers. Par exemple, la soude au potasse et les fluorures dans les dentifrices. Et puis, troisièmement, ce sont les substances autorisées. C'est l'annexe 4 qui comporte les colorants, l'annexe 5 les conservateurs et l'annexe 6 les filtres ultraviolets. En 2, c'est l'interdiction totale d'utilisation de substances classées comme CMR, cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Et les produits cosmétiques peuvent contenir des nanomatériaux, mais bien sûr, dans le dossier, il faut présenter les dispositions visant à identifier ou évaluer ces nanomatériaux.
Pour les exigences de l'étiquetage, on voit ici en première colonne les exigences, en deuxième colonne ce qui doit être inscrit sur les récipients, en troisième colonne ce qui doit être inscrit sur l'emballage. Donc le nom et l'adresse du fabricant ou du propriétaire, il est essentiel, doit être indiqué dans le récipient et l'emballage. Le pays d'origine, si le produit appartient à l'Union européenne, il n'est pas exigé. S'il est fabriqué en dehors de l'Europe, c'est exigé de mentionner le nom du pays d'origine. La durabilité ou la péremption, si le produit est inférieur à 30 mois, c'est exigé d'indiquer la date par le sablier qu'on voit dans la quatrième colonne. Le numéro de lot, ça va de soi, il est essentiel et indiqué sur l'emballage et sur le récipient. La liste d'ingrédients, s'il n'y a pas d'emballage, donc la liste doit être inscrite sur le récipient. S'il y a un emballage, il n'est pas obligatoire de l'inscrire sur le récipient, il doit être inscrit sur l'emballage. Le contenu nominal ou la quantité de produit, il est exigé si la quantité est supérieure à 5 grammes en poids ou 5 millilitres en volume. Sinon, s'il est inférieur à ces chiffres, ou bien pour les unidoses et les échantillons, il n'est pas obligatoire. Les précautions particulières d'emploi doivent être inscrites sur le récipient et l'emballage. Les fonctions du produit ou son activité doivent être mentionnées sur le récipient et l'emballage. Et la péremption, si elle est supérieure à 30 mois, elle doit être aussi indiquée par une péremption après ouverture dans le signe et le récipient ouvert qu'on voit dans la quatrième colonne. Sur l'emballage ou sur le récipient, il est obligatoire de mentionner tous les ingrédients en INCI, la nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques. Il a été créé, cette INCI, par une association américaine en 1973 et par la suite, il a été adopté par tous les pays. Dans cette nomenclature, les noms chimiques et usuels sont mentionnés en anglais. Les noms de plantes sont indexés en latin. Les colorants sont nommés par la dénomination Color Index, ça veut dire CI, suivi d'un chiffre entre 10 000 et 80 000. Les ingrédients sont cités par ordre décroissant selon leur concentration. Donc on commence toujours de l'ingrédient présent en grande quantité jusqu'à l'ingrédient qui se présente avec la quantité la plus faible. Et ceci jusqu'à une concentration de 1%. Au-dessous de cette concentration, les ingrédients ne sont plus classés. Dans la majorité des cas, dans la liste des ingrédients, nous retrouvons en grande quantité, ça veut dire au début de la liste, on va voir l'eau, les matières grasses, les tensioactifs et les substances actives. Et en petite quantité à la fin, on retrouve les conservateurs, les antioxydants, les colorants et les parfums. Ici, la classification donnée par la direction du médicament et de la pharmacie des différentes classes de cosmétologie qui sont sujettes à enregistrement. Donc, il y a 15 classes. Ça commence par les produits pour la peau et ça finit par les additifs pour les bains. Et en 15e classe, tous les autres produits non classés. Le premier domaine d'utilisation des cosmétiques, c'est l'hygiène et toilette, dont le but est de débarrasser la peau des salissures. On utilise généralement du tensioactif. Et l'efficacité va se mesurer en termes de propreté, mais parfois aussi en termes d'élimination de germes potentiellement pathogènes lorsque l'antisepsie est nécessaire. Le deuxième grand domaine d'utilisation des cosmétiques pharmaceutiques, c'est l'hydratation de la couche cornée, qui va permettre d'avoir le confort de la peau saine et normale. Il est indiqué pour l'exérose simple, ça veut dire les peaux sèches, mais aussi ces xéroses peuvent être accentuées soit en période hivernale, soit par l'âge, soit par des dermatoses, soit on va compenser l'effet irritant de certains traitements comme les rétinoïdes ou la photothérapie. Comment fonctionne un hydratant? Un produit est hydratant s'il renferme dans sa structure un produit humectant. Un humectant est l'opposé d'un dessicant.
c'est un constituant hygroscopique utilisé pour garder les choses humides. Les humectants comprennent des ingrédients tels que la glycérine et l'urée. La glycérine est couramment très utilisée euh, en raison de son faible coût et sa grande efficacité. L'humectant, il aspire et retient l'humidité de l'atmosphère immédiate par absorption, donc il attire la vapeur de l'eau à la surface de la peau. D'autres mécanismes de l'hydratation, c'est l'utilisation de filmogènes ou d'émollients. Euh, on commence par les filmogènes. Les filmogènes ne pénètrent pas dans l'épiderme, ils se contentent d'agir en surface. Donc, le fait de faire une occlusion sur la peau, donc il renforce le film hydrolipidique et empêche efficacement l'évaporation naturelle de l'eau. Les filmogènes peuvent être hydrophobes, comme le cas de la vaseline, ou bien peuvent être hydrophiles. Ce sont de grosses molécules qui vont capturer de nombreuses molécules d'eau et qui vont créer un hydrogel à la surface de la peau qui va empêcher l'évaporation de l'eau. Les émollients sont généralement des lipides. Ces lipides, ils vont combler les microfissures qui peuvent se former entre les cellules superficielles de la peau et par conséquent vont s'opposer à l'évaporation de l'eau. Ce sont des produits généralement lipidiques qui ont la capacité de s'étendre sur la peau. De plus, ces lipides peuvent être naturellement présents dans la peau, ce qui peut également augmenter le taux de réparation. Donc, en résumé, une crème hydratante est donc constituée de deux phases, une phase aqueuse et une phase huileuse. La fonction de la phase aqueuse est donc d'hydrater la peau en lui apportant de l'eau. Et la phase huileuse a donc principalement le rôle de filmogène, mais elle sert aussi à nourrir la peau. Donc, les crèmes hydratantes, on a surtout des émulsions eau dans huile, pour un souci de consistance, bien sûr, donc de la crème, et pour que l'eau soit à l'intérieur, soit dans la phase interne et ne s'échappe pas. Après l'hydratation, l'un des domaines d'utilisation les plus importants des cosmétiques est la photoprotection. Pour la prise en charge du vieillissement cutané, on peut conseiller soit la photoprotection, soit l'application régulière d'acide rétinoïque ou d'un rétinoïde naturel, ou l'hydratation de la peau par l'utilisation d'une crème hydratante. Les produits cosmétiques sont généralement composés de composants basiques comme l'eau, les gras, les tensioactifs et d'autres adjuvants comme les gélifiants, les conservateurs, les antioxydants, les actifs, les colorants et les parfums. Le principal excipient en pharmacie et en cosmétologie, c'est l'eau. L'eau, c'est un solvant exceptionnel. C'est le constituant majeur des lotions, des gels aqueux, des émulsions et des shampoings. Il doit être utilisé purifié et stérilisé car il contient des hypochlorites, des électrolytes ou des micro-organismes. Les alcools les plus utilisés sont l'éthanol, qui est très utilisé dans la dilution des compositions de parfums, dans les lotions, dans les gels. Il est utilisé comme antimicrobien, conservateur, si sa concentration est supérieure à 20%. On utilise aussi le propylène glycol, le glycérol qui a un rôle d'humectant et hydratant, et le sorbitol qui est aussi humectant et hydratant. Les huiles végétales sont obtenues à partir de graines, soit de graines d'arachide, de maïs, de tournesol ou de soja, ou aussi peuvent être obtenues à partir de fruits comme l'avocat, l'olive et le palme. Ils sont obtenus par pression ou extraction par un solvant. Ils sont utilisés parce qu'ils ont des propriétés, ils sont émulsionnables, ils sont très oxydables, donc il faut les protéger par des antioxydants et ils sont miscibles entre elles. Les beurres, ils ont les mêmes propriétés que les huiles, sauf qu'ils ont une consistance pâteuse ou solide. Les plus utilisés, comme protecteur solaire, on trouve le beurre de karité. Il y a le beurre de copra qui est le constituant, qui est très utilisé plutôt dans la fabrication du monoï. Il est obtenu par pression à chaud de l'albumène de la noix de coco. Par contre, par opposition à l'huile de coco qui est obtenue par pression à froid de ce même albumène.
Les protéines sont des composants essentiels dans la fabrication des cosmétiques. Le collagène est très utilisé, c'est une macromolécule qui a une origine marine, c'est la peau de poisson. Il est utilisé en l'état comme agent hydratant, mais aussi en hydrolysa dans les produits antirides et régénérateurs, de la même façon que l'élastine aussi qui est utilisée en hydrolysa pour les mêmes fonctions. La kératine est utilisée pour les cheveux et les ongles comme fortifiant et restructurant. Il peut avoir une origine animale, ce sont les plumes de poulet, ou végétale, c'est le blé ou le soja. Deux des composants les plus utilisés dans les cosmétiques, ce sont les conservateurs et les antioxydants. Les conservateurs, ils vont s'opposer aux altérations d'ordre microbiologique, que ce soit des bactéries ou des champignons. Les principaux produits utilisés sont les esters de l'acide para-hydroxybenzoïque, ce sont les parabènes, mais on utilise aussi l'acide salicylique, la chlorhexidine, l'acide sorbique ou l'acide benzoïque. Les antioxydants, eux, ils s'opposent aux altérations d'ordre chimique et pas microbiologique, donc d'ordre chimique dû à l'oxygène et à l'air. Donc ils protègent contre le rancissement les cosmétiques qui contiennent des acides gras ou des corps gras. Les corps gras doivent être oxydables, donc ce sont les huiles insaturées. Les plus utilisés, il y a les synthétiques et les naturels. Les synthétiques ont tendance à être de moins en moins utilisés parce qu'ils ont des effets nocifs. Ce sont les BHT et les BHA. Et les naturels sont très utilisés. C'est le palmitate d'ascorbile et l'alpha-tocophérol. Parmi les composants très utilisés dans la fabrication des cosmétiques, il y a les tensioactifs. On connaît les anioniques, les cationiques, les amphotères et les non ioniques. Ils sont très utilisés en tant que savon et dans la fabrication des shampoings. Les gélifiants sont aussi des composants très utilisés dans la fabrication des cosmétiques et leur rôle c'est d'augmenter la viscosité de la phase. Les colorants sont aussi très utilisés dans la fabrication des cosmétiques. On remarque les colorants hydrosolubles, les colorants liposolubles, les pigments qui ne sont solubles ni dans l'eau ni dans l'huile, et aussi les lacs qui sont obtenus par fixation d'un colorant soluble sur un support inerte, par exemple les hydroxydes d'aluminium. Les colorants ils représentent les produits inscrits dans l'annexe 4. Il y a les colorants qui sont admis à l'utilisation pour tous les usages. Il y a les colorants qui ne doivent pas être utilisés dans les produits qui entrent en contact avec les muqueuses. Il y a les colorants qui ne doivent pas être utilisés au contact des yeux. Et il y a les colorants qui ne peuvent être utilisés que sur les produits qui sont destinés à être rincés par la suite. Les actifs en cosmétologie, ce sont les substances introduites dans une formule dont on attend une activité spécifique. Ce sont les équivalents des principes actifs pour les médicaments. Donc, les actifs peuvent être des hydratants, des anti-âges, des anti-inflammatoires ou apaisants, des immunorégulateurs, des anti-stress, des botox-like, des séborégulateurs, des amincissants, des stimulants cellulaires ou des anti-élastases. Les déodorants sont des produits qui sont destinés à supprimer ou à masquer les mauvaises odeurs dues à la sécrétion sudorale. Leur composition contient généralement le triclosan, qui est un actif contre les bacilles gram-positifs ou les bacilles gram-négatifs. C'est un conservateur qui était jadis très utilisé, mais il ne l'est plus à cause de ses effets secondaires. Il y a le triclocarban, dont l'usage est limité aux déodorants axillaires. Il y a les ammonium quaternaires, l'aluminium ou le zirconium qui sont aussi très utilisés. Donc en conclusion, on va dire que le principal rôle des cosmétiques, c'est de conserver la souplesse de la peau, sa douceur et sa tonicité. Donc ils font maintenir l'hydratation de la peau, maintenir la teneur en lipides et la protéger contre les UV.